Ok, on commence. Donc, les réseaux sociaux interviennent un peu partout, hein, et ce qu'ils font, mais on va y revenir, hein, c'est qu'on a le sentiment, hein, qu'ils libèrent l'information, hein, qu'ils la sortent du monopole de l'information qu'avaient les organes de presse traditionnels. Hein. Et dans le complot comme dans la rumeur, c'est l'information fraîche, hein, c'est l'information de type dernière nouvelle, hein, ce qu'on appelle en anglais les breaking news, hein, ou ce qu'on appelle dans le jargon journalistique le scoop, c'est elle qui est le plus soumise, hein, à la rumeur. Si on essaie de définir la rumeur, il y a beaucoup de définitions, mais en gros, on s'accorde tous pour un certain nombre de caractéristiques. Hein. L'idée que c'est une véracité douteuse, que ça a l'air crédible et que c'est difficile à vérifier, que ça peut produire un certain nombre d'effets, hein, du scepticisme, de l'anxiété, et que ça peut motiver, hein, de la recherche et donc générer encore plus, hein, soit de rumeurs, soit plus de recherche d'informations. Et ce qui est intéressant pour nous et qui est problématique pour nous dans l'approche critique, hein, de l'éducation aux médias, c'est l'ambiguïté, hein, de tout cela. Ce qui fait que c'est en fait très très difficile à traiter avec les jeunes. Et que même nous, les adultes, on s'y fait prendre. Donc il y a bien un problème de l'ambiguïté de la preuve, hein, tant dans la rumeur que dans le complot. Et le problème, c'est que moins il y a de preuves, plus les gens gambergent. Donc ça mousse. Et ça génère encore plus de buzz. La rumeur, comme le complot, hein, sont très très dépendants de la source de diffusion. Et il y en a deux grandes. Hein. Le bouche à oreille, c'est-à-dire l'idée qu'il faut une certaine proximité, hein, avec la population que l'on vise, qu'il faut des liens de confiance numérique y inclus, hein, et peut-être, hein, des cadres de référence partagés. Hein, et avec les réseaux sociaux qui parlent d'amis, d'amitié, alors qu'en fait c'est très souvent des inconnus, hein, que les enfants suivent sur les réseaux, hein, on est dans cette bascule un petit peu entre l'ami réel, l'ami électronique et le bouche à oreille électronique. Et évidemment, il y a aussi, hein, les médias d'information classiques, ceux qui sont organisés, qui ont une ligne éditoriale, hein, qui eux sont dans un rapport plutôt de résonance, hein, avec la réalité, dans un rapport aussi de pouvoir. Hein, c'est eux qui peuvent faire ou défaire, hein, la rumeur, la transformer d'un statut de rumeur ou de complot à un statut de vérité, ou d'intox. Ça va? Oui. Pour le moment, normalement, rien de nouveau sous le soleil. Hein, c'est juste pour se mettre d'accord sur l'analyse et le vocabulaire commun. Il y a plusieurs typologies de la rumeur. J'ai pris celle de Knapp, qui n'est pas récente, exprès, parce qu'elle me semble être plus large que la rumeur telle qu'elle se réduit avec la théorie du complot, hein, au point 3, hein, c'est-à-dire la rumeur qui enfonce un coin, hein, et qui va générer de la haine, hein, puisque c'est celle-là que le complot vient percuter. Hein. Il y a des rumeurs qui sont plus légères. Celles qui sont du type de l'illusion, hein, qui génèrent des fantasmes, et qui peuvent être des fantasmes positifs, hein, des fantasmes roses, hein, sur, je sais pas, un chanteur qui va venir dans la ville, et tout d'un coup il y a un buzz chez les jeunes. Hein. Les rumeurs ne sont pas toutes négatives. Hein. Il y a la rumeur épouvantail, hein, qui va augmenter l'anxiété dans la population, et une rumeur à un degré plus fort, hein, qui enfonce un coin dans quelque chose qui fait problème dans la culture ou dans la société. Donc qui va aller toucher les migrants, qui va aller toucher les sans-abri, qui va aller toucher les musulmans, etc. Par exemple, pour nous en France, depuis Je suis Charlie. Et du coup, le public va avoir tendance à diffuser la rumeur en réponse à ces trois typologies, hein, cette typologie en 3 points, hein, pour plaire. Voilà, c'est gratifiant, hein, de répercuter des choses amusantes ou d'être le premier à faire un scoop sur quelque chose. Dieu sait qu'en ligne, en plus, ça se traduit par de la réputation, hein, donc il y a tout un processus d'engouement qui peut naître là. Hein. Pour maîtriser la peur aussi, hein, la réponse à l'anxiété, c'est d'essayer de maîtriser la peur, c'est ce que dit la théorie des effets.
La violence et la peur sont associées. La violence ne génère pas plus de violence, elle génère plus de peur dans la société, et c'est ce qu'on voit en France, mais aussi dans le monde en ce moment. Et puis c'est aussi pour faire du lien. Nous sommes avant tout des animaux sociaux, et il y a le besoin d'être dans le lien social par l'émotion, avec souvent des commentaires qui vont être de type moral. C'est bien, c'est mal, il est méchant, etc. Et ça permet de renforcer les valeurs du groupe, du collectif, par rapport à l'arrivée ou à la perception de présence d'autres étrangers. Cette typologie est en lien avec la théorie du complot, qui, elle, peut se réduire, je vais être très réductrice toute la matinée, là, à environ quatre procédés, et des procédés notamment rhétoriques, sur lesquels on peut avoir prise justement au moment de la déconstruction. Donc, les procédés rhétoriques du complot, c'est de dire, voilà, il y a une machination derrière, quelque chose qui se trame, le côté anxiogène, bien entendu. Et c'est seulement les initiés qui savent ce qui se passe, qui organisent la fuite, le buzz, etc. Il y a aussi le fait que la théorie du complot, comme souvent la rumeur au départ, n'est pas réfutable. Elle n'est pas vérifiée, mais elle n'est pas invérifiée. Elle a le même statut qu'une information normale. Et il va être très difficile de prouver que les théories avancées sont fausses, ou vraies d'ailleurs. C'est plus facile de prouver qu'elles sont vraies, vous verrez ce que dit la recherche là-dessus. Et puis souvent, avec la rumeur, et de plus en plus en ligne, le processus de la preuve est inversé. C'est-à-dire qu'on demande aux officiels, on demande aux politiques, etc., de prouver que la rumeur est fausse et que ceux qui croient à la rumeur ont tort. Au lieu de se poser la question de est-ce qu'on n'est pas piégé par notre propre logique ou est-ce qu'on ne s'est pas fait manipuler. C'est démontrez-nous que. Autour de Je suis Charlie, autour de la mort du gendarme notamment, on a bien vu ce problème se greffer. Et puis il y a chez la population, qui n'est pas idiote, parce que c'est aussi cela, on a affaire, quand on est pris dans la rumeur, et ça peut arriver à n'importe qui, c'est pas quelque chose qu'on peut renvoyer en disant c'est des idiots. On est tous potentiellement piégeables, et évidemment on cherche tous à qui ça profite. Parce que mettre en branle quelque chose comme un complot, comme une rumeur, c'est pas anodin, sauf pour la rumeur un petit peu inédite, plaisante sur un musicien qui viendrait dans la ville, par exemple. Mais sinon, les autres sont beaucoup plus anxiogènes. Et donc, on postule tous, on est tous dans l'interprétation, et on postule tous qu'il y a derrière des gens avec des intentions mauvaises derrière. Je vous renvoie sur le site de Conspiracy Watch pour aller vérifier tout cela. Voilà, donc vous voyez comment conflit, rumeur se rétroalimentent d'une certaine manière, et il faut bien prendre cela en compte. Parce que c'est peut-être par la rumeur que les jeunes arrivent au conflit, à la théorie du complot, pardon. C'est vraiment d'abord par des choses un peu anodines, qui circulent vite, qui ont une durée de vie assez courte, que se construit ensuite quelque chose de plus complexe, comme une théorie du complot.